Chers auditeurs et auditrices de la radio Renouveau FM émettant sur la 98.1 MHz, bienvenue dans notre émission Les Échos du Fleuve. Bonjour et bonsoir mesdames et messieurs. Comme nous avons annoncé dans la bande-annonce, aujourd'hui en partenariat avec l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, on est là pour vous présenter une émission spécifique et spéciale chaque samedi de 11h à midi et les échos du fleuve. Les échos du fleuve, il s'agit d'un moment privilégié pour instaurer un dialogue franc et instructif avec les citoyens de l'espace OMVS, riverains du bassin du fleuve Sénégal, pour mieux faire comprendre les enjeux et les modalités de la gestion du fleuve. La première émission aujourd'hui qui va débuter aujourd'hui avec on a le plaisir d'accueillir monsieur le haut-commissaire de l'OMVS, Ahmed Diane Simega. Monsieur le ministre ou monsieur le haut-commissaire, monsieur le ministre ou monsieur le haut-commissaire, bonjour. Merci. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Alors, comme je vous annonçais, tout de suite, la toute première émission a comme invité M. Ahmed Diane Simega. Ahmed Diane Simega, je vous rappelle, à hauteur de 59 ans, il est titulaire d'une maîtrise en sciences juridiques de l'École nationale de l'administration ENA de Bamako et a longtemps exercé dans le privé, notamment dans le secteur minier. Ahmed Diane Simega occupe actuellement le poste de haut-commissaire de l'OMS, poste qu'il a hérité depuis le 17 mai 2017. Monsieur le haut-commissaire, bonjour également une fois de plus. Nous vous souhaitons la bienvenue. Et c'est à voir, la présentation certainement, si elle est complète. Oui, bon. Plus ou moins. Satisfaisante. Ok, alors nous savons quand même que vous dirigez cette organisation bientôt 4 ans. Et on vous demande tout de suite, l'OMS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Qu'est-ce que c'est que cette organisation? Merci Sidibé, merci. Je voudrais, au nom de la grande famille de l'OMVS, vous remercier. Merci de nous accueillir déjà aujourd'hui sur ce plateau. Ce plateau qui fait aujourd'hui la fierté du Mali. Je crois sa jeunesse ne l'a pas empêché d'être vraiment, je crois, au devant aujourd'hui de l'actualité pour la qualité de ces émissions. Je crois que c'est ce qui a amené la communication de l'OMS à mettre un partenariat avec vous. Merci. Mais je voudrais avant toute chose commencer. Malheureusement, le décret de Dieu est tombé et nous avons perdu un frère, un ami, Saloum Cissé, un cadre d'exception, un homme remarquable, un grand frère pour moi à l'OMVS. Il était le président du conseil d'administration de la société de gestion de Diama, qui est une des sociétés de gestion de l'OMVS. Il a été également au Mali ici longtemps directeur général de la société de gestion de l'énergie de Manantali Sogem. Un cadre arraché à notre affection et à celle de sa famille. Et au moment où je viens parler de l'OMVS, je voudrais avoir une pensée pieuse pour lui, pour sa famille. Il est décédé hier soir. Et donc vraiment, je voudrais prier Allah subhanahu wa ta'ala qu'il l'accueille en son paradis. Amen, Allah. Et vraiment demander à notre grande famille de l'OMVS, comme toujours, de se serrer les coudes devant cette épreuve et de prier pour notre frère. Ok. Alors, monsieur le ministre, merci en tout cas pour cette pensée, en même temps avec ces mots instructifs. Donc, nous voulons en tout cas savoir cette organisation, quand on parle de l'OMS, une organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Alors, il est en tout cas aussi bon aujourd'hui de savoir quel est son historique et en même temps où en sommes-nous avec les grandes activités de l'OMS. Merci Sidibé. C'est d'autant plus, on va dire, intéressant, disons-le comme ça, que l'organisation va fêter 50 ans l'année prochaine. On en parlera. Nous sommes dans l'année du cinquantenaire, donc je crois que c'est un marqueur important. Moi, je reviens de la Guinée, dans ce voyage-là. J'ai été à l'abbé où les pères fondateurs de l'OMVS ont pour la postérité planté 4 palmiers. Le président Modibo Keïta, le président Ahmed Sékou Touré, le président Ould
Dada de Mauritanie et le président Léopold Sédar Senghor. Parce qu'avant l'OMVS, il y avait l'ORS en 1968. Quand on voit ces palmiers aujourd'hui vigoureux, c'est un devoir de mémoire de savoir que cette organisation, qui est devenue aujourd'hui une fierté africaine, est née justement de la volonté de ces États riverains de conjurer le sort, la fatalité, la sécheresse très très dure qui frappait nos pays en ce moment-là, utiliser les eaux du fleuve Sénégal pour assurer la sécurité alimentaire et promouvoir le développement du bassin. L'ORS n'a pas vécu longtemps malheureusement, mais sur ses cendres est né en 1972, le 11 mars, précisément à Nouakchott, avec le président Mokhtar Ould Daddah, feu le président Léopold Sédar Senghor, et le président Moussa Traoré, feu Moussa Traoré. L'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Et j'ai dit fierté africaine, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'OMVS a été 2 fois primée comme meilleure organisation de bassin au monde, en 2015 et en 2017. Pourquoi? Parce que la qualité de la coopération sur la gestion des eaux transfrontalières est exemplaire dans cet espace. Exemplaire, j'allais dire, à nul autre pareil au monde. Et cela est dû au socle juridique qui a été mis en place et qui fait de cet espace intégré un véritable espace de promotion du développement en partant de la maîtrise des eaux du fleuve. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dépositaires de cette vision, des pères fondateurs, vision qui n'a jamais été démentie par tous leurs successeurs jusqu'à cette date. Okay. Je me plais ici, à ce micro, de rappeler que c'est le Mali qui assure la présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation. Présentement. Donc c'est le colonel Goïta qui est le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Je voudrais à ce micro le remercier pour le soutien, parce qu'à travers notre ministre de tutelle, le ministre Seydou Lamine Traoré, ministre de l'Énergie, l'OMVS, je crois, est en train de faire un bond qualitatif sous la présidence malienne, depuis le président Ibrahim Boubacar Keïta jusqu'au moment où je vous parle. C'est une organisation qui est née de la volonté de ces États, comme je vous l'ai dit, en utilisant la ressource en eau que Dieu nous a donnée, qui est le fleuve Sénégal, de faire en sorte que la sécurité alimentaire, qui était un problème et qui l'est encore aujourd'hui malheureusement, soit, on va dire, assurée. Assurée en faisant en sorte que l'agriculture irriguée dans la vallée puisse être promue à cause de l'eau, de la disponibilité de l'eau qui est possible à partir de la réalisation d'ouvrages de maîtrise. Pour cela, Diama a été construit en 1982, le barrage. C'est un ouvrage qui bloque la remontée de la langue salée. Avant sa construction, il n'était pas possible de faire de l'agriculture. En tout cas, à hauteur de ce que l'on attendait. Et avec Diama a été construit en 1986 Manantali, au Mali. C'est la combinaison de ces 2 barrages qui permet la disponibilisation de l'eau et pour l'agriculture irriguée et pour la production de l'hydroélectricité. Nous y reviendrons. Donc, sur ce socle de valeurs partagées, qui est en référence de la solidarité, nos États ont donc bâti une organisation sous-régionale qui, aujourd'hui, comme je l'ai dit, est même nobelisable aux yeux de certains, parce qu'en utilisant justement cette organisation-là, on a assuré la stabilité dans la région, on a assuré la paix dans la région, parce que partout ailleurs au monde, la gestion transfrontalière des eaux pose souvent des problèmes qui aboutissent à des conflits. À l'OMVS, heureusement, l'eau est devenue non seulement un trait d'union, mais c'est aussi un facteur de développement commun. Alors, monsieur le ministre, monsieur le haut-commissaire, quels sont peut-être les secrets, en tout cas, que cette organisation a pu mettre en œuvre pour que peut-être cette stratégie soit au moins un événement surtout heureux pour la gestion de ces 4 pays, qui est le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée? Il n'y a pas de secret. Je crois que, je l'ai dit, c'est la volonté politique
très forte des pères fondateurs qui a fait naître l'OMVS et l'a doté d'un socle juridique qui lui permet aujourd'hui d'être l'organisation de référence qu'elle est. Okay. Sans cette vision, et je l'ai répété, je l'ai dit aussi, maintenue, maintes fois réaffirmée par tous ceux qui ont dirigé nos États depuis 1972 jusqu'à date, c'est ce qui a fait que l'OMVS est devenu aujourd'hui un outil d'intégration utilisant les eaux du fleuve Sénégal. Alors. Et il y a des instruments juridiques, bien sûr, qui ont assis ce socle-là. Okay. La convention, la première qui a été, on va dire, signée le 11 mars 1972 à la création de l'organisation, qui est sur le statut du fleuve, qui déclare que le fleuve Sénégal, partout sur le territoire des 4 États, est un fleuve, est un cours d'eau international. En droit, c'est important. Oui. Ça veut dire que les 4 pays ont en partage les eaux de ce fleuve-là. Okay. Il y a eu un autre instrument important qui crée l'organisation elle-même pour gérer justement ce cours d'eau-là avec ses instances, comme la conférence des chefs d'État, je vous ai parlé de la présidence du Mali. Tout à fait. Le Conseil des ministres, ce sont les 2 organes de décision. Et ensuite, vous avez un haut commissaire qui est nommé par les chefs d'État et maintenant les sociétés de gestion qui ont été créées progressivement pour la mise en valeur des ressources en eau. Et à côté, il y a des organes consultatifs qui permettent justement d'affirmer, d'assurer justement à la fois cette solidarité, mais de consolider surtout le socle de la solidité. Okay. Ça, c'est le comité de bassin, par exemple, qui est une sorte de parlement de l'eau, qui permet à tous les acteurs réunis en catégorie, et en collège du moins, de discuter des programmes avant qu'ils ne soient mis en œuvre et de permettre au Conseil des ministres de prendre de bonnes décisions que le Haut Commissariat et les sociétés de gestion mettent en valeur. Et vous avez à côté l'organe, je pense, le plus important, consultatif, qui est ce qu'on appelle la Commission permanente des eaux, qui se réunit 5 fois par an et qui tourne entre les pays. Et à l'occasion de ces réunions de la Commission permanente des eaux, l'ensemble des usagers, des acteurs, se parlent. Et c'est ça, je crois, le socle de la stabilité de l'organisation. Toutes les allocations des ressources, avec les usages qui montent et les conflits qui naissent à cause justement de la demande très forte. Bref, tout ce qui concerne la gestion de l'eau est discuté lors de ces réunions et des décisions sont prises. Et ces décisions sont soumises au Conseil des ministres, dont la commission permanente est un organe, et qui permet à l'organisation d'asseoir sur la base des avis donnés par cette commission-là, des décisions qui permettent aujourd'hui une gestion rationnelle du cours d'eau. Okay. Donc c'est un ensemble de dispositifs à la fois opérationnels qui s'adossent à un corpus juridique qui font de la solidité de l'organisation. Ok. Alors cette organisation, monsieur le haut-commissaire, aujourd'hui, en tout cas nous savons, est-ce que vous pouvez nous faire un peu l'état du lieu peut-être du fleuve Sénégal dans ces différents pays? Comment se porte le fleuve même en question? Parce qu'on sait quand même que tout tourne autour de ce fleuve. Merci pour cette question parce qu'elle me permet de faire ce que j'essaie de faire chaque fois qu'il m'est donné l'occasion de parler du fleuve. C'est d'attirer l'attention sur la fragilité du fleuve. Okay. Et donc d'appeler à une prise de conscience, surtout des riverains. Parce que vous savez, le bassin du fleuve est en partage avec nos 4 pays. Tout à fait. Et il n'atteint pas Bamako, mais Kaï, par exemple, qui est une ville emblématique du fleuve Sénégal, oui. Pour ne parler que de Kaï, les populations savent ce que le fleuve représente pour elles. Mais ce fleuve, comme je l'ai dit, est en danger de mort sur certaines parties de son cours, notamment sur la Falémé, avec l'orpaillage anarchique, qui fait en sorte qu'aujourd'hui le lit du fleuve est complètement envasé, les berges complètement dégradées, l'hydrolycité, c'est-à-dire la qualité du flot compromise. Et donc aujourd'hui, avec les changements climatiques, qui sont une réalité, avec les aléas de toutes sortes, parce que le fleuve Sénégal, et je le rappelle, est un fleuve sahélien. Il traverse un environnement pluviométrique qui est assez aléatoire. Les fortes saisons des pluies succèdent souvent à des saisons sèches et longues, et forcément cela joue sur la quantité d'eau disponible. Et l'usage de l'eau aujourd'hui, à cause de la démographie qui monte, et les multiples usages, devrais-je dire, et toutes les pollutions
qui sont aujourd'hui sur le fleuve, tout ça fait peser à ce fleuve-là des dangers réels que les populations souvent ne perçoivent pas. Et donc, il est utile, chaque fois que de besoin, de rappeler à chacun la responsabilité individuelle que nous avons par rapport à la préservation de ce don de Dieu, mais la responsabilité collective également de l'ensemble des acteurs pour faire en sorte que le travail que l'OMVS fait, qui est un travail au quotidien de mise en valeur de ce fleuve-là pour que ces eaux-là servent à assurer le développement, ce travail se fasse pour nous et pour les générations futures. Ce n'est pas une chose facile. Tout à fait. Alors, monsieur le haut-commissaire, vous allez bientôt boucler 4 ans à la tête de cette organisation. Aujourd'hui, on peut peut-être vous poser cette question. Quel est aujourd'hui le bilan de votre mandat à la tête de cette organisation? Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu le bilan que peut-être vous pouvez en tout cas énumérer sur ce plateau? Bien, 4 ans, c'est bouclé. Déjà, parce que j'ai été nommé le 17 mai 2017. Mais vous savez, faire le bilan, pour moi, est assez difficile, si j'ose dire, parce qu'il faut chaque jour remettre le fil à l'ouvrage, parce que la gestion d'un fleuve international n'est pas chose aisée. Oui. Mais c'est le lieu, en tout cas pour moi, de remercier les autorités du Mali qui m'ont fait confiance. Oui. Et surtout, d'avoir une pensée également pour ceux qui m'ont devancé et qui ont fait un travail remarquable, qui fait qu'aujourd'hui l'OMVS c'est ce qu'elle est. Ce sont les pierres successives mises en place pour la construction de cet édifice qui chaque jour confortent la dynamique qui fait que l'OMVS est cité en modèle. J'ai en mémoire le premier haut-commissaire qui est malien, Morave, qui est un grand Malien, un grand Soudanais qui a donné à l'OMVS ses lettres de noblesse. J'ai en mémoire le Premier ministre Agamani, Cheikh Nassidi Diawara, je parle des Maliens. Tout à fait. Je suis le 4e. Mais il y a des Mauritaniens également, et dont le plus illustre, les autres ne sont pas moins méritants, mais Merzouk, Ould Merzouk, qui a donné à l'organisation, qui a fait faire à l'organisation un bon qualitatif important également, et Cabinet Komara, que j'ai remplacé, qui était Premier ministre de Guinée. C'est le travail de ces hommes qui, je pense, ont façonné au fil des ans ce que l'OMVS est devenu. La modeste contribution que j'ai pu apporter avec l'aide de Dieu et l'aide de mes collaborateurs, c'est de faire franchir à notre organisation un autre cap. Aujourd'hui, l'OMVS, je vous l'ai dit tout à l'heure, partout est appelé à témoigner de l'exemplarité de la coopération. Elle est devenue aujourd'hui de plus en plus visible. C'est pourquoi moi j'ai placé mon mandat sous le signe de l'OMVS des peuples. Parce que l'OMVS institutionnelle a vécu, elle a été construite sur un socle juridique solide. Ce qui manque, c'est que les populations se l'approprient et rendent donc plus facile d'ailleurs le travail de sauvegarde du fleuve, comme je l'ai dit, la responsabilité collective que nous avons aujourd'hui par rapport à la destruction des écosystèmes du fleuve. Cela ne est possible que si les populations de plus en plus sont conscientes que ce fleuve-là n'est pas là éternellement, si jamais on ne fait pas en sorte que on préserve ces écosystèmes. Je voudrais dire que nous avons travaillé dans ce sens-là. Nous avons, mis en place le comité de bassin, je vous l'ai dit, c'était un organe consultatif de l'organisation, qui malheureusement n'avait jamais été mis en œuvre ni mis en place, malgré la forte nécessité qu'il appelait. Je l'ai fait, j'en suis heureux. Aujourd'hui, les collèges se réunissent. C'est Covid, malheureusement, comme vous le savez, qui a impacté le monde partout, qui a un peu ralenti les travaux de cet instrument important qu'est le comité de bassin. Mais c'est heureux. L'OMVS des peuples donc est en marche. Parce que ce collège-là fait que les acteurs de tous horizons, les scientifiques, les universitaires, les représentants des services publics, du secteur privé, tous ceux qui travaillent sur ce cours d'eau-là, dont la vie est quelque peu impactée
par ce cours d'eau sont interpellés et se réunissent pour débattre sur les projets et programmes du fleuve. C'est une avancée significative. À côté de cet organe consultatif, il y a le réseau des élus. Le réseau des élus. Des élus. Okay. Je l'ai dit, l'organisation s'enracinera dans la conscience collective comme élément moteur du développement du bassin que lorsque les populations se sentiront concernées par ce que nous faisons. Évidemment. Comme je l'ai dit institutionnellement déjà, nous avons franchi des caps importants. Et ce dispositif des élus, que je salue d'ailleurs ici, dont le président et le député maire de Bakel, est très actif et réunit tous les élus des 4 pays, en tout cas qui sont sur le bassin, et servent, si vous voulez, de sentinelles, mais également de corps de rappel chaque fois que de besoin, pour que les décisions qui sont prises dans le cadre de l'aménagement du bassin du fleuve prennent en considération les aspirations des populations, les préoccupations des populations, pour que, dans la conjugaison des efforts, qu'on ait toujours une OMVS plus performante. Donc, l'OMVS des peuples est en marche pour cela. À côté de ça, ce que j'ai voulu faire, c'est rendre plus visible, on va dire, ce que l'OMVS rend comme service. Très peu de gens aujourd'hui, dans notre espace, savent qu'en allumant un interrupteur, en appuyant sur un interrupteur pour avoir de l'électricité, c'est l'OMVS qui sert cette électricité-là à travers sa société de gestion, Sogem, qui est à Bamako aussi, et CEMAF, qui est au pied du barrage à Manantali. Et à Kaï, c'est pareil, à Dakar, à Nouakchott. Et ce qui est important, c'est qu'on a un réseau de transport aujourd'hui qui est la symbolique même de ce que l'organisation représente. C'est-à-dire un lien entre 4 pays. Quand vous allez à Manantali, que vous voyez le réseau interconnecté de Manantali, où les lignes partent d'est en ouest. À l'ouest, pour venir jusqu'à Bamako, et à l'est, pour aller en Mauritanie et à Dakar. Je pense que le maillon de l'intégration africaine que nos pères ont appelé leur vœu, que chacun appelle, en tout cas tous les panafricanistes aujourd'hui appellent de leur vœu, ce souhait-là est quelque part matérialisé, même si c'est sous la forme, c'est-à-dire d'une intégration électrique. Mais cette intégration électrique, pour moi, elle préfigure l'intégration économique plus tard, parce que sans électricité, rien n'est possible. Vous savez, l'Europe a été construite, l'Union européenne, avec un projet visionnaire, porté par des hommes de vision, après l'une des guerres les plus meurtrières de l'histoire de l'humanité, où des nations ennemies se sont affrontées avec, à la clé, des millions et des millions de morts. La commission du charbon et de l'acier, qui a été portée sur les fonds baptismaux par Schuman, a jeté les bases de la construction de l'Union européenne, qui est aujourd'hui l'espace économique le plus important au monde, en termes absolus. L'Europe est la nation la plus forte économiquement, même si les particularismes nationaux existent. Alors, ce qui a été fait là-bas, en partant de la mise en valeur des ressources qui étaient le charbon et l'acier à l'époque, et qui a construit cet espace-là, l'OMVS peut le faire, est en train de le faire en utilisant la ressource en eau au Sénégal. Ok, monsieur le haut-commissaire, le bilan est certes élogié, mais y a-t-il des défis qui tardent à être relevés selon vous? Parce que, en tout cas, nous venons en tout cas de suivre votre exposé, surtout pendant ces 4 ans, dont vous avez redynamisé beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, y a-t-il des grands défis au niveau de l'OMS que vous peut-être pouvez nous parler aussi? Je reste sur le fil conducteur de ma pensée. C'est que pour moi, l'OMVS n'aura réussi que si les populations la reconnaissent comme un instrument utile, dynamique de l'intégration. C'est un pari difficile, mais c'est un pari que nous gagnerons par les efforts combinés des acteurs du système, mais aussi avec le soutien des chefs d'État. J'ai parlé tout à l'heure de la présidence du Mali et du nouveau souffle qu'il a impulsé à partir de Bamako, à travers la déclaration que les chefs d'État ont signée ici pour que l'OMVS, New Vision, comme j'allais dire en américain, mais la nouvelle vision puisse imprimer une nouvelle dynamique d'intégration encore plus poussée. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, il n'est pas utile de faire le bilan. C'est à d'autres de le faire. Mais
singulièrement, il y a des actions qui ont été faites. Vous allez voir la place OMVS de Bamako, qui est tombée pratiquement dans l'oubli, personne ne le voit. Oui. Cette place, elle va être renouvelée pour que chaque Bamakois, en tout cas chaque personne qui passerait devant cette place, soit interpellée sur l'OMVS, sur ce que le fleuve Sénégal représente. Oui. Nous l'avions inauguré avec feu le président ATT en 2006. Tout à fait. Et aujourd'hui, j'ai demandé, instruit à la SOGEM, et vous allez voir une nouvelle place qui va embellir Bamako, mais qui va servir également de lieu mémoriel. Nous avons fait la même place, la même chose à Dakar. Et à la célébration du 20e anniversaire, le président Diouf avait donné à l'OMVS une place centrale. Nous l'avons restaurée. Aujourd'hui, quand je vois des jeunes écoliers qui sont là, alors qu'en lieu et place, il y a juste quelques mois, des taxis, un peu de tout qui était là, il avait complètement défiguré la place. Je suis heureux de rendre l'OMVS encore plus visible. Pas pour faire de la publicité pour l'OMVS, mais pour que les gens soient interpellés par rapport à ce que l'OMVS représente. Okay. Un maillon dans la construction de la solidarité, de l'intégration africaine à partir de la solidarité. À Nouakchott, nous avons une belle place également derrière l'Assemblée et le Parlement qui est en train d'être renouvelé. Et à Conakry, nous aurons une place cette fois-ci parce qu'il n'y avait pas de place. Parce que la Guinée est revenue dans l'OMVS après l'ORS seulement en 2006. Okay. Donc il y a une place qui va être dédiée également pour faire en sorte que les gens visualisent l'OMVS. Et ce que j'ai fait aussi, et dont je suis très heureux et fier, et je veux saluer ici mon frère Dembandaou, qui est le directeur général de la SOGED, mais aussi mon conseil des ministres qui me l'a permis, c'est de construire la maison de l'OMVS à Nouakchott. L'OMVS a été porté sur les fonds baptismaux à Nouakchott en 1972. Figurez-vous, jusqu'à date, l'OMVS est en location à Nouakchott. Je ne pouvais pas accepter cela. Okay. Et avec le soutien du Conseil des ministres, nous avons construit un immeuble qui sera bientôt inauguré à Nouakchott. Les chefs d'État nous avaient demandé à Bamako, dans une feuille de route très claire, d'accroître l'offre hydroélectrique. Vous savez que le Mali vit, comme beaucoup de pays, on va dire, des difficultés en termes d'approvisionnement en électricité. La Côte d'Ivoire l'a vécu récemment, mais tous nos pays vivent une sorte de précarité électrique qui affecte lourdement leur capacité de développement. Parce que sans électricité, il est illusoire de penser développement, parce que l'électricité, c'est comme le sang dans le corps humain. Tout à fait. Alors, ce que nous avons fait, quand j'arrivais, Gouina était au point mort. J'ai tranché une discussion technique importante, et la SOGEM s'est mise au travail. Et aujourd'hui, avec cet hivernage, nous sommes en train de mettre le barrage en eau, qui a déjà commencé. Et nous allons tester le premier groupe. Et Inch'Allah, avant la fin de l'année, Gouina va débiter 140 MW supplémentaires dans le réseau. C'est-à-dire en augmentant de 52% la production de chaque l'OMVS a. Ça, c'est une réussite, malgré Covid, parce qu'avec la contamination, la mise en quarantaine sur le site, il y a eu des arrêts de travail, l'approvisionnement en ciment. Le chantier ne nous a pas beaucoup aidé. Mais figurez-vous, en moins de 4 ans, nous avons réussi la prouesse, devant toutes ces difficultés, de terminer un barrage hydroélectrique. Ça, c'est vraiment à l'actif de la SOGEM, à l'actif de la CEMAF, à l'actif du système entier, mais du Haut-Commissariat aussi, qui assure un suivi quotidien. Je suis allé, je crois, 6 ou 7 fois à Gouina, et je suis heureux de voir aujourd'hui que les populations qui ont consenti ce lourd sacrifice de quitter leur lieu mémoriel, leur lieu d'habitation pour être relocalisés, sont aussi très contentes aujourd'hui. Nous les avons mises dans des conditions d'habitat, je crois, confortables, et donné également à travers le programme de développement local initié un ensemble d'instruments et de moyens pour permettre que là où elles sont installées aujourd'hui, qu'elles puissent vivre de leur travail et vivre en harmonie également avec l'environnement. Alors, monsieur le haut-commissaire, de passage, on a en tout cas touché surtout de questions des cinquantenaires de l'OMS. Monsieur le haut-commissaire, nous rappelons quand même que l'OMS a été créé le 11 mars 1972, ce qui veut dire quand même aujourd'hui, on aura bientôt 50 ans. Que représente ce cinquantenaire pour une organisation comme celle-là? Beaucoup de choses, mais c'est pourquoi je veux toujours insister sur la nécessité de construire l'OMVS des peuples à travers des réalisations physiques visibles. J'ai parlé du barrage de Djama, j'ai parlé du barrage hydroélectrique de Manantali, j'ai parlé de l'accroissement d'offres hydroélectriques avec le barrage de Gouina qui va être opérationnel. Si tout va bien, en tout cas, la mise en eau a commencé avant
la fin de cette année. Et comme je vous l'ai dit, les gens vont le voir dans l'apport hydroélectrique, qui est, comme vous le savez, la source d'électricité la moins chère, la plus propre, et une énergie renouvelable de qualité. Et donc, il reste un maillon important dans ce dispositif infrastructurel qui est le projet de navigation, la navigabilité du fleuve Sénégal. Quand je suis arrivé, j'ai instruit que nous fassions un test de navigabilité pour prouver que cela est faisable. Depuis 1967, je crois, il n'y avait plus de bateaux de Saint-Louis à Cayenne. Vous savez, le projet de navigation est un projet simple en apparence, mais très complexe dans la réalité. Et c'est ce qui explique peut-être pourquoi, 50 ans après la création de l'OMVS, ce projet tarde à être matérialisé. Mais je voudrais ici vraiment saluer le dynamisme de tous les ministres maliens qui se sont succédés à la tête du département chargé de l'OMVS, qui ont tout fait pour que ce projet voie le jour et permette au Mali d'avoir aussi une façade maritime. Jeune ministre en 2003, j'ai demandé, instruit, travaillé pour qu'on mette le premier fonds d'études qui a permis de déclencher les études. Aujourd'hui, à ma suite, je vois le jeune ministre Seydou Lamine Traoré, qui est absolument dynamique et qui regarde ce projet avec tellement de soutien et qui fait en sorte que, malgré les difficultés que Covid nous a imposées, aujourd'hui, ce projet n'a jamais été aussi proche d'être réalisé. Un constructeur a été sélectionné, un bailleur de fonds a été identifié avec son accord de principe. Il faut un réaménagement aujourd'hui dans le dispositif de financement. Tous les pays ont envoyé leurs requêtes. Le dernier à le faire, c'était la Mauritanie. Pour vous dire que, à la suite des chefs d'État qui ont donné une indication claire sur la volonté ferme de réaliser ce projet, les États, à leur rythme, c'est souvent lent, et c'est ce qui explique aussi la lenteur de la mise en œuvre de nos projets et programmes, les États ont fait cause commune pour que ce projet voie le jour. Parce que ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit et qui explique le retard du projet, mais que beaucoup souvent ignorent, c'est la complexité des études. Les études ont pris beaucoup de temps. La Banque mondiale, que je salue ici, les a financées. Parce que la navigation va se faire sur un cours d'eau qui sert également, qui ne sert pas qu'à ça. Il y a des usages multiples, comme on dit. Il y a la production d'hydroélectricité, il y a la production agricole, mais il y a l'eau potable. Peu de gens savent que Dakar, qui est une agglomération importante aujourd'hui, 60% de l'eau potable de Dakar vient du fleuve Sénégal, à travers le lac de Diers, qui est un défluent du fleuve. La ville de Nouakchott, qui est la capitale de la Mauritanie, 100% de l'eau potable de Nouakchott provient du fleuve Sénégal à travers une canalisation qui est à Aftout Saheli, côté du barrage de Djama. Kay, qui est l'une des plus grandes villes du Mali, située sur ce fleuve-là, a son adduction d'eau à partir du fleuve. Donc, étudier un peu la mise en œuvre de ce projet-là, en ne mettant pas en danger la qualité de l'eau pour la boisson, pour la pêche et pour d'autres usages, était un défi qui a été relevé avec les études qui ont été terminées. Mais ces études n'ont été terminées qu'il y a 2 ou 3 mois. Alors, il y a l'étude d'impact environnemental également pour les populations qui vont être affectées, qui est aussi terminée il y a juste quelques mois. Et à côté de cela, nous avons pris le pari du financement par, comme je vous l'ai dit, Exim Bank de l'Inde. Et donc ce financement avait dans un premier temps été acquis, mais aujourd'hui il va falloir le revoir avec Covid. Ce qui est important à signaler, c'est qu'il y a un accord de principe obtenu et les États ont d'ailleurs décidé de faire du projet, de commencer le projet par phasage. Ça veut dire que très bientôt, on va commencer par construire le port de Ambidédi, par draguer d'abord le chenal, parce que l'objectif de la navigabilité, si vous permettez, j'insiste beaucoup, parce que ce projet est extrêmement important pour le Mali. C'est de faire en sorte que le fleuve soit navigable 12 mois sur 12 de l'année. Actuellement, il n'est navigable qu'en période de hautes eaux. C'est d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, nous qui avons relancé la navigation saisonnière en 2017, avec une tentative malheureusement qui a échoué. À l'époque, le président d'ailleurs devait accueillir le bateau à Ambidédi. Malheureusement, avec l'ensablement, le bateau n'est pas arrivé à bon port et il s'est arrêté à 5 km d'Ambidédi. Le chenal, il fait 905 km de l'embouchure à Saint-Louis à Ambidédi. Et
sur ce chenal, vous avez plus de 69 biefs, c'est-à-dire des zones sablonneuses qu'il faut dégager. Tout à fait. Et ça, c'est l'objectif du dragage. Donc, le premier objectif pour rendre la navigation pérenne 12 mois sur 12, c'est de draguer déjà ça. Okay. Et donc de permettre la navigation saisonnière. Et l'année passée, on l'a prouvé, parce qu'avec l'étude de bathymétrie qui a été faite, c'est-à-dire pour tracer le chenal, c'est comme, si vous voulez, une route fluviale. Parce qu'il faut des balises pour que les navires évitent les écueils. Ça a été fait. Et avec les hautes eaux aujourd'hui, avec le balisage, avec toutes les études que la Sogenave, qui est dirigée par un de nos frères, l'ingénieur Amadou Diallo, aujourd'hui, la navigation saisonnière, nous l'avons prouvé possible. Nous avons fait transporter, naviguer du moins, une barge de 600 tonnes qui a quitté Saint-Louis pour venir jusqu'à Saint-Louis. Et donc, la navigation saisonnière, qui était une première étape, est une réussite. Maintenant, la navigation cible, qui est une navigation de transport de marchandises, de transport de personnes, pour redonner vie aux escales portuaires en Mauritanie, au Sénégal, et surtout connecter Ambidédi à Saint-Louis, va être fait, comme je vous l'ai dit, selon la volonté des États qui va se matérialiser bientôt par un phasage. Donc très bientôt, sur le montant que nous avons déjà pu identifier et sur lequel nous discutons pour avoir un accord avec l'investisseur, on va commencer par construire le port, par draguer le fleuve, le port d'Ambidédi, le port fluvial, et ensuite faire les escales. Donc aujourd'hui, voilà un maillon central du programme infrastructurel de l'organisation qui va permettre aux populations de visualiser, plus que tout autre discours, ce que l'OMVS représente. C'est-à-dire la densification des échanges, parce que le projet lui-même se trouve au cœur d'un projet plus large que nous appelons le CITRAM, Système intermodal de transport multimodal, qui va faire que le fleuve est l'axe central, le vecteur central, auquel vont se connecter des routes de liaison qui sont identifiées, qui vont être construites. Donc, mais sans le projet de navigation, l'OMVS n'aura pas atteint son objectif. Mais il fallait déjà réaliser la sécurité alimentaire, ou l'objectif d'atteinte à la sécurité alimentaire. Oui. Il y a 3 mois, à Diamant, nous avons tenu la première foire internationale agricole du Nord. C'est l'OMVS qui l'a fait avec un partenaire local. C'était pour montrer à la face du monde que nous avions atteint notre premier objectif. Quand vous voyez tous ceux qui sont venus de partout au monde pour exposer, malgré le contexte sanitaire, à Diamant, c'était un pari réussi. Et Dembandaou, qui est à la SOGED, l'a bien réussi. Et nous travaillons aujourd'hui à un forum économique qui va montrer l'ensemble du potentiel de l'organisation et permettre à nos opérateurs économiques de se positionner lorsque le projet de navigation sera une réalité, de ne pas attendre pour pouvoir faire en sorte qu'avec les Mauritaniens, avec les Sénégalais, avec les acteurs, qu'il y ait une interaction qui permette à ce volet également de voir le jour. Et vous savez, et j'en arrêterai, je peux parler toute la journée, sur les lignes de transport que nous avons, qui relient nos différents pays, est ce qu'on appelle le câble de garde à fibre optique, CGFO, qui permet les communications internationales et qui sont prisées par les sociétés de télécom. Alors nous faisons en sorte que sur chaque tronçon de ligne que nous ferons, maintenant et dans l'avenir, que ces tronçons soient équipés de ces câbles de garde pour permettre encore aux sociétés de télécommunications d'avoir un meilleur accès à Internet et à tous les services dérivés. Et à côté de ça, ce que nous avons innové, parce que vous m'avez parlé du bilan, je l'effleure, c'est de faire en sorte que nous nous ouvrions à d'autres types d'énergie pour accroître le productible livrable à nos États. Jusqu'ici, l'OMVS ne faisait que de l'hydroélectricité. Vous savez, nous n'avons pas beaucoup de sites, et ces sites ont une puissance limitée, parce que l'ensemble des sites, on est à peu près à 1000 MW. C'est beaucoup, mais ce n'est pas énorme au regard des besoins importants, parce que comme je vous dis, c'est comme le sang. Au fur et à mesure que le développement se fait, il faut un besoin, la demande est croissante. Et donc, il faut y faire face. Et donc, aujourd'hui, nous avons fait du solaire un autre enjeu. Aujourd'hui, sur Manantali, il y a un projet qui est en cours et qui va permettre pratiquement à terme de doubler la capacité de Manantali. Manantali fait 200 MW aujourd'hui. Avec Total RN, qui est notre partenaire, nous sommes sur un projet qui va, dans un premier temps, faire en sorte que Manantali produise 86 MW en solaire. Et plus tard, dans un horizon de 2 à 3 ans,
plus de 200 mégawatts. Ça veut dire que Manantali va doubler sa production en utilisant le solaire. Mais cette fois-ci, le solaire flottant. C'est-à-dire plutôt que de mettre le solaire sur terre, comme c'est souvent le cas, mais là, la conflictualité entre les usages est problématique parce que souvent, c'est des terres qu'on arrache à l'agriculture. Parce que vous imaginez, 200 mégawatts, c'est 100 hectares, sinon plus. Mais là, on va le mettre sur le lac. Parce que Manantali, pour ceux qui ne l'ont pas vu, a un réservoir. C'est ce réservoir qui permet de stocker l'eau en période de crue, ou en tout cas en hivernage. Actuellement, le barrage est en train de se remplir. Et c'est cette eau-là qu'on turbine au quotidien pour faire de l'électricité. Maintenant, sur ce lac, qui est une grande surface, c'est pratiquement une mer intérieure, on va mettre des panneaux solaires, mais sur des flotteurs. Et c'est doublement avantageux parce que ça permet à l'eau de ne pas s'évaporer rapidement. Ok. Alors, c'est des ambitieux projets, monsieur le haut-commissaire. Malheureusement, l'émission tire vers sa fin. Alors, vous avez peut-être des messages clés à lancer, en tout cas à tous les citoyens, nos concitoyens également, de l'espace de l'OMS aujourd'hui. Mais le message, c'est un message d'espoir. Je me réjouis, comme je l'ai dit, de l'accompagnement des hautes autorités de l'organisation. Le président Goïta, qui est le président de la conférence des chefs d'État, avec ses pairs, le président le professeur Alpha Condé de Guinée, le président Ghazouani de Mauritanie, le président Macky Sall. Je vous dis que c'est la conjugaison des efforts de ces présidents avec notre Conseil des ministres qui fait aujourd'hui que l'OMS est non seulement cité en modèle. Et je vous dis une anecdote. La ministre soudanaise des Affaires étrangères est passée dans mes bureaux il y a juste 2 mois. Et elle était émue aux larmes de savoir que pendant que sur le Nil bleu, il y a un problème qui risque de dégénérer en conflit dur, faute d'entente, parce que il n'y a pas d'organisme de bassin en tant que tel comme l'OMS pour gérer ces conflictualités. Elle était émue aux larmes de voir qu'en Afrique de l'Ouest, il y a une success story, il y a en fait une réponse à leurs problèmes. Et mes collaborateurs ont témoigné de la scène. Et elle veut, et elle est partie à l'Union africaine après, elle veut que l'OMS soit constituée comme véritablement un apporteur de solutions à partir de son exemple. C'est ça le succès de l'OMS, qui n'est malheureusement pas connu de tous. Ce que vous ne faites pas savoir est perdu pour vous. Et donc c'est pourquoi les places OMS que l'on renouvelle, la maison OMS que l'on construit, les projets aujourd'hui structurants de la navigabilité du fleuve Sénégal, l'accroissement de l'offre hydroélectrique, je vous ai parlé de Gouina dont la mise en eau a commencé, de Koukoutamba qui est le plus grand barrage hydroélectrique de notre système qui va être construit en Guinée, qui va débiter 300 mégawatts et qui va surtout créer une autre ligne d'interconnexion pour le Mali, pour faire en sorte que le Mali ne connaisse plus de problème d'électricité. Parce que la Mauritanie va être excédentaire, le Sénégal va être excédentaire, parce que c'est tous des pays qui produisent déjà du gaz, qui vont produire du gaz à l'horizon 2022. Et avec le gaz, ils vont faire ce qu'on appelle du gas to power. Ils vont produire l'électricité à partir du gaz, qui est une source, on va dire, très, très, très prisée pour ça. Et avec ces lignes d'interconnexion, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de capacité de production ici. Et c'est ça l'enjeu. L'enjeu de l'OMS, disons, avec la densification de son réseau de transport, avec l'accroissement de son mix, avec le solaire, avec l'hydroélectricité, mais surtout avec, je dis, la capacité de transit des lignes qui sont construites, c'est ça qui va permettre à des pays comme le Mali, qui ont ces difficultés-là, de les résorber. Nous n'inventons rien. En Europe aujourd'hui, la petite Belgique, je parle de territorialité en termes de taille, tout à fait, produit l'électricité pour la France. Elle produit l'électricité qu'elle vend jusqu'en Allemagne, jusqu'ailleurs. Aux États-Unis, New York, pratiquement, et une grande partie de la côte Est est alimentée à partir du Canada. C'est le système d'échange électrique. Et c'est ce qui est fait en Afrique de l'Ouest par ce qu'on appelle le WAP. Et le WAP, aujourd'hui, un de ses points forts, c'est le système OMS. Mais pourquoi ? Parce que l'OMS a investi. Pourquoi ? Parce que l'OMS, c'est un cadre de stabilité. Pourquoi ? Parce qu'il y a un socle juridique voulu par une volonté très forte des 4 chefs d'État qui, depuis ce jour de 1968, je vous ai parlé des palmiers à la baie, cette flamme qui a été allumée
n'a ne s'est jamais éteinte. Okay. Et nous, notre défi, celui qui est le mien au moment où je termine mon mandat, c'est de faire en sorte que celui qui me remplace, et si Dieu le veut, ce sera le cas, trouve une organisation en bonne santé, comme je vous l'ai dit, reconnue par toute la planète aujourd'hui comme un modèle de référence. On nous regarde d'ailleurs comme une bizarrerie. Comment des pays sahéliens qui ont un cours d'eau vulnérable peuvent s'entendre pour la gérer sans se déchirer. Ça, c'est une prouesse extraordinaire. Et aujourd'hui, je l'ai dit, l'avenir, c'est ça. C'est que les peuples s'intéressent de plus en plus à cette organisation, mais surtout que chacun soit conscient que ce fleuve est en danger. Merci. Et si on ne le dit pas assez, si on ne diminue pas l'impact négatif de l'homme par le dragage anarchique, on va mettre en péril et toute cette belle architecture, malheureusement, tombera. Mais ce n'est pas sur ce mot-là que je vais terminer. C'est un mot d'espoir parce qu'on parle de cinquantenaire. Tout à fait. Aujourd'hui, cette organisation est plus vigoureuse que jamais. Et la nouvelle dimension qui lui a été donnée après Bamako, c'est-à-dire avec une réforme institutionnelle qui est en cours, qui va faire en sorte qu'il y a un nouveau sang qui va irriguer, on va dire, ces vaisseaux avec de nouvelles compétences, avec surtout la montée en puissance des projets structurants comme la navigabilité du fleuve, avec le solaire, avec l'importance de notre système dans le système d'échange électrique, mais surtout avec, je crois, la conscience que chacun a qu'il faut préserver le Fouta Djallon. C'est sur quoi je vais terminer, parce que j'ai commencé par la Guinée. Le Fouta Djallon, c'est le massif d'où partent tous les grands cours d'eau d'Afrique de l'Ouest. Malheureusement, la déforestation, les conditions climatiques font qu'aujourd'hui, les têtes de source sont toutes en danger. Et donc, il y va de la responsabilité de chacun, pas que à Bamako ou ailleurs, savoir que nous avons une belle construction, mais elle est encore fragile. Alors... Et chacun doit y mettre du sien pour qu'elle vive et vive très longtemps. Merci beaucoup. Merci également. C'est sur cette note d'espoir de monsieur le haut commissaire de l'OMS. Mesdames et messieurs, ici s'achève le premier numéro de votre émission Les Échos du Fleuve Sénégal. Nous vous donnons rendez-vous, Inch'Allah, le samedi prochain, même heure, même fréquence, pour le 10e numéro de votre émission Les Échos du Fleuve. Merci et bon week-end.